Bonjour, bienvenue dans le canapé de Pi. Je n'ai jamais voulu te causer du chagrin, je n'ai jamais voulu te faire de la peine, je voulais seulement une fois te voir rire, je voulais seulement te voir, rire sous la pluie violette, pluie violette, pluie violette. Tel est le premier couplet de la célèbre chanson intitulée Purple Rain de l'artiste et interprète Prince. Titre qui est également celui du film choisi par Raphaël, qui nous livre ses émotions avec nostalgie, passion, authenticité et sensibilité. J'espère que cet épisode résonnera avec vous. Vous connaissez la formule, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Faites comme chez vous, installez-vous confortablement et bonne écoute. Salut Raphaël, comment ça va? Très bien, bonjour. Bienvenue dans le canapé de Bi. Je suis très contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode, comme avec chaque invité. Et je suis particulièrement émue de notre conversation. On en saura un peu plus par la suite. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, je m'appelle Raphaël Melki. J'ai j'ai 50 ans. On n'est pas obligé de dire. On n'est pas obligé de dire l'âge? Non, on n'est pas obligé. Tu veux savoir quoi? Ce que je fais au quotidien, Ouais. mon vrai quotidien? Je travaille dans une agence de communication que j'ai fondée il y a 25 ans, qui s'appelle Push It Up. On reparlera peut-être de pourquoi elle s'appelle comme ça, parce que c'est un morceau d'un artiste que j'aime beaucoup. Et voilà, ça c'est mon quotidien. Et en parallèle, je m'occupe. Je fais pas mal de petites choses en rapport avec la musique, parfois en rapport avec les podcasts. Et puis, j'évolue dans plein d'univers. Ok, super. On va rentrer dans le vif du sujet. Et je suis très heureux d'être dans ton canapé. Merci beaucoup. Ouais, merci. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta vie? Ouah, on attaque direct. Ouais. Bon, alors donc j'ai répondu à ton invitation et le film dont il va être question aujourd'hui est Purple Rain avec Prince. Parce qu'on dit souvent de Prince, mais c'est Oui, pas le réalisateur, donc avec c'est Prince. vrai. C'est vrai. Et du coup, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas du tout ce film ou qui n'auraient jamais entendu parler de ce film. Ok, donc on le recontextualise. Ouais. Ok, alors on est parti. Donc on est au début des années 80, on va dire 1984. On va contextualiser ça vraiment d'un point de vue français. Peut-être même certains diront parisien. Oui. Moi j'ai à peine une dizaine d'années. On est dans une époque où il y a 3 chaînes de télé, il n'y a pas internet, Wow. il n'y a pas les radios libres. Oui. Ah si, il y a le début des radios libres, il n'y a pas Canal+. Donc on est vraiment sur... on n'est pas inondé d'infos. Il y a des gens qui vont en boîte, qui connaissent un peu la musique et ce qui vient des États-Unis, mais moi, à mon niveau, vraiment, voilà, je suis enfant, quoi, tu vois. Ouais. Et la personne qui inonde les ondes depuis quelques temps, c'est Michael Jackson. Et donc, on a tous pris Michael Jackson en pleine face à ce moment-là. Et il est très difficile d'expliquer aux gens qui n'ont pas vécu ces années-là ce que ça a été, Michael Jackson. Parce que quand je le redis, tu as 3 chaînes de télé Oui. qui s'arrêtent à 22h30, tu vois, à 23h, tu as la speakerine qui dit au revoir, où tu n'as pas beaucoup d'émissions musicales, où tu n'as pas, où t'as pas de clips qui passent n'importe quand d'un coup, tous les médias parlent en permanence d'un artiste, c'est invraisemblable. Et de toute façon, c'était invraisemblable, ce qu'il proposait. Ouais. Sauf que Michael va mettre beaucoup de temps à faire de la musique. Et les médias, tu sais comme ils sont, ils ont besoin d'outsiders. Et donc en France, on commence à nous parler, on commence à médiatiser la musique de Prince, qui a déjà une carrière aux États-Unis, qui a déjà sorti plusieurs albums, qui est en train d'exploser aux États-Unis, et qui explose tellement qu'il a réussi à convaincre Warner de produire un film qui est semi-autobiographique, c'est-à-dire ça raconte
l'histoire d'un jeune musicien qui est dans un foyer où les parents sont dysfonctionnels, on dirait aujourd'hui, qui officie principalement dans un club de Minneapolis qui s'appelle le First Avenue, qui est un club qui existe vraiment. Et dans ce club jouent chaque soir plusieurs groupes, et ces groupes se tirent un peu la bourre. Il y a une espèce de battle de groupes, ce qui existe aussi à Minneapolis. Donc on est dans quelque chose qui finalement est pas si romancé que ça, puisque cette attitude comme ça de combat entre les musiciens existe vraiment. Quand Prince va sortir l'album Purple Rain, il va avoir un succès international de par la chanson titre Purple Rain, et les médias vont commencer à vouloir créer, comme ils l'avaient fait pour les Beatles contre les Rolling Stones, une espèce de combat entre Michael et Prince, parce que ce sont à ce moment-là les plus gros vendeurs. Michael est loin devant, mais Prince va dépasser les 10 millions avec Purple Rain. Donc on est en face de quelqu'un qui est en train de prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur, même si on ne va pas rentrer dans ce sujet trop longtemps. Artistiquement, on est sur deux artistes incroyables qui ont des univers différents, qui ont une approche de la musique différente, qui ont une approche des concerts différente. Enfin, c'est pas comparable. Mais on est sur des artistes qui font ce qu'on appelle le crossover, c'est-à-dire qui parlent à la fois au public blanc et au public noir. Et ça, nous, Européens et Français, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais aux États-Unis, c'est très important. Aux États-Unis, il y a des radios black et des radios blanches. Quand MTV arrive, il ne passe que des artistes blancs. Et c'est par l'entremise de Michael et de Prince qu'on va avoir cette ouverture. Et ce sont vraiment les deux artistes qui vont être diffusés sur toutes les radios, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis. Évidemment, chez nous, on est dans une vision un peu différente de cela. Mais ça a contribué à leur popularité, à leur aura et au fait qu'on les compare. Donc ce film est distribué dans le monde entier. Il remportera l'Oscar de la meilleure musique de film. Donc Prince va avoir un Oscar avec ce film. Là aussi, pour nous, les Français, on a un regard un peu taquin sur les remises de prix et les trophées. Aux États-Unis, les Grammy, les Oscars sont des choses très importantes. Et donc pour Prince, c'est un moment très 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 important, puisqu'il a à peine 25-26 ans. Donc on est sur quelqu'un d'assez jeune. Le jeune âge de Prince n'a jamais été quelque chose qui a été mis en avant. On a souvent mis en avant son côté prolifique, le fait qu'il soit multi-instrumentiste. Mais le fait qu'il soit déjà si haut, si jeune, c'est pas forcément le sujet principal des journalistes. Et donc ce film arrive en France. Et moi, je suis dans une position... pour finir de répondre à ta question. Et moi, je suis dans une position particulière vis-à-vis donc, de ce film, puisque j'aime beaucoup Michael Jackson. On me dit que Prince est son rival. Et donc, quand il arrive, je ronchonne un peu et je me dis que je n'ai pas vraiment envie de m'intéresser à ce garçon. Voilà pour te resituer un peu les années. Le contexte. Alors, ce qui m'a marqué en tout cas, c'est parce que c'était la première fois que je visionnais ce film grâce à toi, donc merci déjà. C'est la scène d'ouverture, sans trop spoiler. Ça m'a fait penser à beaucoup de références de films, à Fame, que j'aime beaucoup. Ça m'a fait penser à Grease, pour le côté très festif, très chantant, même si on n'est pas du tout sur les mêmes époques. L'importance des costumes aussi, ça m'a beaucoup marqué. Et un petit côté, alors complètement sur un autre sujet, mais le prince de New York. Bien sûr. Ouais, en fait, avec les très grands costumes. Évidemment, on est complètement là-dedans. Ouais. Beaucoup de thématiques. Ouais. Alors, on commence par quoi ? Alors, ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que c'est pas une comédie musicale, c'est un film musical. Dans les années 80, c'était un genre à part entière. Enfin, c'est l'héritage de la blaxploitation, c'est-à-dire des films qui étaient pour la population afro-américaine et où les BO étaient ultra importantes. Parfois même les films servaient juste à défendre les BO. Donc il y a eu Shaft avec Isaac Hayes, il y a eu Superfly avec Curtis Mayfield, il y a eu Trouble Man avec Marvin Gaye. Donc la tradition des films musicaux, c'est-à-dire de films où la BO est très importante, elle date. Dans les années 80, il y en a eu d'autres.
Il y a eu Fame, comme tu dis, où en fait on est le thème, enfin la chanson principale, on la connaît. Il y a eu d'autres thèmes, d'autres titres qu'on a bien connus, sans que le film soit une comédie musicale. Ça a été le cas avec Footloose. Ce sera le cas un peu plus tard avec Flashdance. Enfin, on est vraiment dans ces années-là. À la différence de Grease, où les personnages sont dans l'action et d'un coup se mettent à chanter. Oui. Dans Purple Rain, pas du tout. Ils chantent quand c'est le moment de chanter, en fait, Oui. quasiment tout le temps. Il y a deux groupes rivaux. Il y a le groupe de Prince, qui ne s'appelle pas Prince dans le film. Son groupe s'appelle Revolution. Et lui, il est présenté comme un des membres de ce groupe, même si c'est le leader. Et il se fait appeler le Kid. Et en face, il y a un groupe rival qui s'appelle The Time, qui est présenté comme un groupe rival dans le film, alors que c'est un groupe entièrement produit par Prince et dont la plupart des titres sont composés par Prince. Le chanteur principal du groupe The Time s'appelle Maurice Day, et lui, effectivement, on peut dire que c'est le pendant de Prince, et lui, c'est la caricature du pimp, l'espèce de Mac développé par les films dans les films des années 70. Et donc, oui, il a toute la panoplie, le manteau long, le peignoir en léopard, les chaussures dorées. Les chaussures qui brillent. Enfin, bon, il est complètement dans ce que tu dis. Donc, oui, il y a des emprunts à cette culture, à la double culture, parce qu'il y a aussi des choses qui sont très rock. Et puis, voilà, Minneapolis, c'est une ville très particulière. Hein. C'est pas du tout une ville touristique, c'est un bled du Minnesota. Enfin, ça fait rêver personne. Mais oui, il y a des emprunts à tout ce que tu viens de dire. À Grease, peut-être. Mais de toute façon, l'imagerie des années 60 aux États-Unis, elle est forte. Ouais. Moi, ça m'a un peu fait penser aussi à l'univers de David Bowie. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du moment où tu l'as vu? Où est-ce que tu étais? Avec qui? Tes émotions? Je vais te raconter ça. Ouais. Donc, moi, je suis fils unique. J'ai une mère qui s'est arrêtée de travailler quand je suis né. Donc, qui s'est beaucoup occupée de moi et qui m'a beaucoup amené au cinéma. Beaucoup, beaucoup. Et dans ces années-là, le seul dessin animé à Noël, c'est le Walt Disney. Donc, le reste du temps, il faut trouver des films. Okay. Donc, on allait voir des comédies. Bon, c'était bien, mais les comédies des années 80 françaises, je vous épargne les détails. Ça va, mais bon. On essayait d'aller voir des films de science-fiction quand ils n'étaient pas interdits, au moins de 13 ans, parce que j'avais moins de 13 ans. Et puis, on allait voir les films musicaux, des films où il y avait de la musique. Et c'est comme ça qu'un mercredi après-midi, on s'est retrouvés à aller voir Purple Rain. Moi, j'étais assez curieux de voir qui était cette méga star américaine présentée comme le seul pouvant concurrencer le dieu Jackson. Et donc, je suis allé voir ce film avec ma mère. Ça, c'est le moment où on s'assoit dans la salle où la lumière s'éteint. Alors après, tu veux qu'on parle des émotions? Oui. Alors, les émotions, elles sont multiples. Alors, pour recontextualiser, est-ce que tu te souviens du cinéma où c'était? C'était sur les grands boulevards à Paris, puisque c'est là où on allait. Donc, c'est-à-dire les grands boulevards à Paris. À l'époque, c'était les boulevards qui allaient de Bonne Nouvelle, où il y a le Grand Rex. Oui. Et on remontait donc, le boulevard Bonne Nouvelle, puis le boulevard des Capucines et le boulevard des Italiens, pardon, qui mène jusqu'à l'Opéra. Ouais. Et donc, sur ces grands boulevards-là, il y avait des tonnes de cinéma à l'époque. Okay. Il y avait beaucoup de salles différentes. Il y avait la fameuse salle de René Château qui passait les Bruce Lee et les Belmondo et tout ça en permanence. On sortait dans le boulevard perpendiculaire. Il y avait encore les cinémas porno avec les affiches où il n'y avait que les noms des films. Et moi, je disais, ça veut dire quoi ce qu'il y a écrit là? Mais il n'y en avait pas trop sur les grands boulevards. Il devait rester une salle. Et après, il y avait le Grand Rex, qui est un cinéma connu quand même. Et puis des très grandes salles jusqu'au Paramount Opera, qui est le grand cinéma qui existe encore, avant d'arriver à Opéra. Mais il y avait beaucoup d'autres salles avec 4, 5, 6 films sur tout ce trajet. Donc c'était vraiment le lieu des cinémas. En gros, il y avait 2 quartiers à ce moment-là à Paris. Il y avait les Champs et les Grands Boulevards. Les Grands Boulevards étaient plutôt en VF. Les Champs étaient plutôt réputés pour passer les films en VO, sous-titrés. Mais Purple Rain n'a pas été distribué au cinéma en VF. Donc de toute façon, je l'ai vu en VO. D'accord, intéressant. Il me semble. Je suis quasi sûr, en fait. Il me semble. Ok. Voilà où j'étais. Alors après, le cinéma exact, je ne sais plus, je pense même qu'il était détruit, mais pas à cause du film. C'est pas grave. Mais voilà. C'est pas grave. Et du coup, alors, tes émotions lorsque tu l'as vu?
Alors, les émotions, elles sont ultra, ultra mélangées. Il y a plusieurs choses. Je ne vais pas les hiérarchiser, parce que sinon, ça va prendre trop de temps, donc je te les donne en vrac. D'abord, on est en face, parce qu'on va en parler tout de suite, parce que je ne vais pas faire sur le suspense, d'un artiste hyper sexualisé, hyper sexualisé, qui chante le sexe, qui respire le sexe et voire même qui pue le sexe. Donc on est vraiment en face de ça. Et ça, c'est quelque chose que moi je prends vraiment en pleine face, de manière très concrète. C'est quelque chose qui me parle immédiatement, évidemment qui me choque, qui m'interpelle, qui me gêne parce que ma mère est dans la salle. Alors pour donner quelques exemples, les paroles des titres sont sous-titrées, donc même les paroles qui parlent de masturbation, etc. Il y a quand même une fellation simulée sur scène où il met sa guitariste à genoux devant lui pendant un solo de guitare. Il y a une scène d'amour qui est pas très longue et qui aujourd'hui ferait rire au niveau du côté explicite, mais le type est quand même derrière, à les mains baladeuses de manière assez précise. Bref, ma mère n'avait pas du tout l'intention d'être confrontée à ces images-là à côté de moi et moi à côté d'elle, même si ma mère était tranquille. Mais encore une fois, j'avais... le film, je crois, est sorti en 85. Il faudra vérifier les dates en France. Il est sorti en 84 aux États-Unis, mais il est sorti en 85 en France, donc j'ai 12 ans. Donc c'est des sujets qui m'intéressent. Enfin, qui m'intéressent. Je ne suis pas extérieur à tout ça. Ça m'intéresse comme un pré-ado. Voilà, mais je suis assez sensible à ça. Et effectivement, on sort du côté édulcoré dans lequel moi j'avais un peu baigné au niveau de ce genre de musique. Et j'arrêterai là la comparaison avec Michael, parce que maintenant on va vraiment parler que de Prince. Mais moi, je venais de quelque chose de beaucoup plus édulcoré à ce niveau-là. Donc là, le fait que ce soit plus adulte, plus sexe, ça me parle parce que ça correspond à à mon évolution. Encore une fois, on va se calmer, hein, j'ai 12 ans, mais j'avais envie d'être sur quelque chose. Là, je suis au collège, je commence à avancer, alors que c'est une musique à laquelle je me suis intéressé. Le début du hip-hop et un peu Michael, j'étais CM1, CM2, j'étais à la fin du primaire. Donc là, je suis dans quelque chose où je suis content d'être confronté à une musique plus adulte. J'ai quand même pas envie de céder. Ça veut dire qu'il y a quand même une résistance. Et la musique de Prince, c'est pas une musique évidente, c'est pas une musique où on adhère immédiatement. On n'est pas en face de mélodies qui te restent dans la tête tout de suite. On n'est pas en face de quelque chose avec, comme je viens de le dire, une adhésion immédiate. Les titres sont très différents les uns des autres. Tu parlais de la scène d'ouverture, il y a un moment où il est en train de taper avec ses mains sur le piano, il fait des sons un peu dissonants. Ça, il faut savoir que ça existe sur disque. Donc, on n'est pas du tout en face de quelque chose où tu adhères immédiatement en un claquement de doigts. C'est âpre. Et justement, le groupe rival est beaucoup plus drôle, c'est beaucoup plus chorégraphié, les titres sont faits avec des onomatopées, on les mémorise mieux. Et j'ai envie de dire que quand je sors, je suis presque plus intrigué à l'envie de réécouter The Time, qui est donc le groupe rival, que vraiment Prince. Mais en même temps, mon père, qui est aussi un taquin, lui a acheté Purple Rain, l'album. Et l'album est à la maison. Et donc, quand je sors du film, je suis en pleine mauvaise foi. Ça veut dire que je me dis, ouais, bon, le gars, on fait un cinéma, mais quand même, ça vaut pas le clip de Thriller, c'est quand même et tout. Et au fond de moi, je me dis, ah, mais quand même, c'est quand même vachement bien. Il y a quand même quelque chose qui me parle. Et donc, il y a cette sensation à la fois de ne pas avoir complètement aimé la musique. Le film en lui-même se laisse regarder comme un bon film musical des années 80. Ça reste relativement rythmé, l'histoire n'est pas folle, mais elle se tient. On n'est pas en face d'un truc qui est complètement honteux. Il y a eu beaucoup de films prétextes dans ces années-là pour faire jouer Madonna, Michael, Bowie et d'autres artistes, plus ou moins réussis. Là, le film se tient. Enfin, je trouve que le film se tient. Et il y a quelque chose en sortant où je me dis, il y a quelque chose qui reste, en fait. C'est-à-dire que j'y pense, j'y repense. Il y a des gens qui l'ont vu dans la cour de récré, on en reparle un petit peu. Il y a des clans qui se font. Il y a le clan de ceux qui ont envie de défendre cet artiste. Et je trouve que le clan des gens qui sont un peu dans cette mouvance-là a l'air quand même plus cool. Il a l'air plus ouvert, plus curieux. Et en fait, j'aime bien ce que ça véhicule. Encore une fois, moi, la musique est quelque chose je découvre dans ces années-là, depuis 3-4 ans, que la musique me procure des sensations et des émotions que je ne connaissais pas
mais surtout que ça me provoque des émotions. C'est-à-dire, je regarde des films, certes, mais encore une fois, on est dans une époque où il y a à peine les vidéoclubs, t'as pas 150 films chez toi. Il n'y a pas de cinéma à la télé. Jusqu'en 84 et l'arrivée de Canal+, il y a très peu de cinéma à la télé, pas de cinéma récent à la télé. Et les vidéoclubs n'ont pas encore les droits pour sortir aussi des films récents. Donc on n'est pas gavé de cinéma. Et donc moi j'ai un rapport à la musique qui est un rapport très cinématographique, c'est-à-dire qui est le rapport de tous les gens qui apprécient la musique et qui ont un peu de temps. Je vais dans ma chambre après les devoirs, je mets le casque sur les oreilles et j'écoute un disque du début à la fin en regardant la pochette. C'est-à-dire je m'arrête pour écouter un disque comme on peut s'arrêter pour regarder un film. Et donc pendant que j'écoute, ma tête, elle tourne à 2000 à l'heure, où je regarde la pochette et j'imagine plein de choses. Et c'est vraiment une musique qui me fait... je découvre des artistes qui me font vraiment voyager. Et donc, Prince, il m'amène dans une nouvelle direction, parce que si au premier abord, la musique est un peu âpre, ou tu n'y vas pas directement, tu as quand même envie d'y retourner. Et ça, c'est quelque chose de très étrange, parce qu'il y a plein d'autres groupes. Quand j'aime pas trop ou j'aime pas et je sais que j'aime pas et j'ai pas envie d'y retourner. Lui, il y a des choses, je me dis j'aime pas trop ou j'ai pas vraiment compris et j'ai envie d'y retourner. Donc ça, c'est le premier sentiment qui est un peu ambivalent, un peu surprenant. J'y retourne et quand j'y retourne avec un casque ou quoi que ce soit, je me rends compte que au-delà de la mélodie, au-delà du premier niveau, il y a des choses derrière. Je vais entendre un piano dans un coin, je vais entendre sa voix multipliée à droite, à gauche. Et je vais me rendre compte qu'en fait, à chaque fois que je réécoute le disque, je vais découvrir des détails. Et ça, c'est magique. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas à quelle époque on appelle ça, de la production, des arrangements, toutes ces choses-là. Moi, la musique, je l'entends à la radio, je l'enregistre sur des cassettes. Donc, si tu veux, déjà, elle est comme elle vient, la musique. Et là, d'un coup, je rentre dans une musique où je vois qu'il y a une complexité et une certaine richesse. Et ça, c'est... je pense que le film a contribué à ça. Parce que Prince va prendre une place importante dans ma vie. Mais ce moment de communion, le moment où, en fait, je le découvre sur grand écran, c'est pas, quand je dis avant, c'est pas pour un discours de vieux, c'est plus pour recontextualiser, parce que tu as des gens de tous les âges qui t'écoutent. Et faut comprendre que la télé à la maison, à ce moment-là, elle est carrée. Elle n'est pas carrée, elle est en 4/3, mais je vais pas rentrer dans le truc. C'est pas les écrans plats horizontaux. Donc, et c'est des petits objets, puisque de toute façon, on regarde 80% d'émissions de télé. Donc, en fait, il y a une vraie expérience, il y a une vraie différence entre la maison et le cinéma. Il se passe quelque chose quand on voit des artistes, quand on découvre des artistes à la télé et que d'un coup, on les voit sur grand écran. Il y a encore cet impact du grand écran. Et donc, j'ai découvert Prince dans des conditions cinématographiques. Et ça a eu un impact. Ça, c'est certain. Très bien, merci pour cette... pardon d'être long dans la réponse. Pas du tout. Alors, les émotions, c'est ça. Donc, la musique, la partie un peu sexy. Après, lui, physiquement, j'adhère moyen. Je suis pas un grand fan du look. Là, c'est un peu androgyne. Pour les gens. Mais je le vois même pas comme ça. Je vois plus cette espèce de grosse tête, avec cette grosse bouche, les chemises à jabot, les talons. Bon, je suis pas dans quelque chose... qui me fascine tout de suite, et surtout c'est absolument pas identifiable. C'est-à-dire que tu vois, à l'époque, on est dans l'époque de Cure, du New Wave, de Dépêche Mode, enfin ces années-là. Bon, t'es fan de Cure, tu mets un impair, tu te crêpes les cheveux, tu peux t'identifier. Là, je vais pas aller en pantalon en dentelle à l'école, ça me va pas super, je vais me mettre à avoir des talons. Donc il y a pas une possibilité d'appropriation et d'identification immédiate. Donc le personnage moyen. Par contre, où je m'identifie, c'est que moi, ces artistes-là, et notamment lui, il va prendre une espèce de place de grand frère, c'est-à-dire qu'en tant que fils unique, et dans ces années collège où tu dois t'imposer, moi j'ai pas la carrure et je suis pas un bagarreur, donc c'était pas par la force que j'allais m'imposer. Mais c'était par des convictions et des goûts très prononcés. Moi, il m'envoie des messages. Les filles, c'est bien. Être libre
dans l'approche de la sexualité, c'est bien. Que l'androgynie, pour moi, je l'analyse pas. Hein. Encore une fois, tout ça, c'est la transmission. Je l'analyse pas. Mais pour moi, les questions qui se posent, est-ce qu'il est homo, pas homo, c'est pas des questions pour moi qui se posent. Et ensuite, est-ce qu'il est efféminé ou pas efféminé, c'est pas des questions qui se posent. Ce que je vois, c'est que je vois un type qui est clairement en surcharge de testostérone, qui en même temps se maquille et peut porter des talons, et qui est ultra cohérent. Et donc, moi, je ne suis pas rentré dans une grande philosophie à me poser des questions sur ma féminité ou pas ma féminité. Mais ce qui est sûr, c'est que lui me démontre de manière totalement naturelle que c'est même pas une question, en fait. C'est que tu peux être... du moment que tu es en phase avec ce que tu es, eh ben, tu peux te maquiller, pas te maquiller, mettre de la dentelle ou pas. Et on s'en fout, en fait, de savoir si dans ton lit, tu as des mecs ou des nanas ou les deux ou quoi. Et ça a eu un super impact sur moi parce que ça m'a... Je ne sais pas si on peut peut-être déculpabiliser parce que je n'ai pas eu le temps d'être coupable de ça, mais c'était un super alibi pour être très à l'aise sur ces questions-là. D'accord. Et donc voilà. Intéressant. Prince, in his first motion picture. Before he created the music, he lived every bit of it. He risked too much for the one thing that meant everything. His music. Prince. The story. The struggle. The movie. Purple Rain. On pourra en reparler par la suite, mais ce qui m'a beaucoup frappé dans ce film, c'était qu'il y avait un certain moment, en fait, comment dire, j'ai l'impression que ce film, il se regarde encore mieux, pas forcément à l'instant T où toi tu l'as vu, mais des années plus tard. Un peu comme le vin, tu vois, ça se bonifie. Ah ouais. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Vision, ouais, dis-moi. Et je trouve que dans ce que tu disais, en fait, j'ai l'impression que selon le moment de ta vie où tu regardes le film, il y a plus de choses qui vont t'impacter ou pas. Tu vois, je pense que je l'aurais vu plus jeune et peut-être que le côté androgyne ou la romance m'aurait plus marqué. Alors que là, pour le coup, en le voyant là, présentement, c'était à la fois plutôt la démarche artistique. Et donc, du coup, moi, j'ai eu l'impression de voir ce film à la fois comme un... Alors, je peux pas dire comme une biographie, mais comme un documentaire. Je trouve qu'il y a certaines scènes où on a l'impression, tu vois, quand il sort de scène, après cette fameuse scène où il chante Purple Rain, et que tout le monde le salue, etc., on pourrait croire que c'est un documentaire qui peut passer sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, je trouve qu'il y a ça. En tout cas, il y a une part de réalisme là-dessus. Et ensuite, pour moi, ce qui était assez marquant, c'était le fait de voir qu'il y avait deux scénarios possibles. Enfin, en tout cas, deux histoires. Il y a à la fois son histoire d'artiste qui se cherche et qui peut parfois être arrogant, etc. Et il y a son histoire d'amour qu'il vit avec Apollina. Et en parallèle, comme tu le disais, la famille dysfonctionnelle et autant le dire violente dans laquelle il évolue. Et je trouve que du coup, c'est un film qui peut être assez intemporel en fait. C'est intéressant que je dis ça parce qu'au moment où on parle, c'est un film qui va fêter ses 40 ans. Ouais. Et donc, parfois, quand tu regardes des films qui ont 40 ans, ça se sent et ça se voit. Après, je sais que toi, tu as un regard cinématographique très, très large quand on t'entend dans les différents épisodes. Et puis, pour avoir parlé, on sait que c'est quelque chose d'important pour toi. Donc, si tu dis que c'est intemporel, moi, ça m'intéresse. Je l'ai revu récemment. Avant, à peu près dans la période où on s'est parlé de cet épisode. Donc ça tombait bien. Et effectivement,
c'est pas un film que je revois souvent parce que je l'ai tellement vu jeune Oui. que je l'ai en moi, en gros. Et Ok. donc, je garde toujours, j'essaie d'être objectif. Alors, je dis oui, oh, c'est un film qui est gentil. J'essaie de garder une distance. Et quand Oui. je l'ai revu, j'étais assez surpris, comme je te disais, de voir que par rapport à d'autres films que j'adore de ces années-là, Ouais. le rythme se tenait. Oui. Il y avait le look est tellement extravagant, que ce soit lui, que ce soit The Ouais. Time, que ce soit Apollonia, que ce soit Jill Jones, la blonde qui est un peu en concurrence avec Apollonia dans cette histoire d'amour ou quoi que ce soit. Les tenues sont tellement extravagantes que finalement on souffre pas trop du look années 80, tu vois, les épaulettes ou quoi que Ouais, ce soit. c'est Ça vrai. veut dire que bon, on sent que le film il est pas fait hier, mais il traverse un peu à ce niveau-là, bon, ça se tient. Mais oui, il y a les deux parties. Tu as raison. Il y a la partie en dehors de la scène. Et à l'époque, Prince est quelqu'un qui ne parle pas à la presse, quelqu'un qui Ok. donne pas d'interview. Et donc, le seul endroit où on peut le voir humain, ou en Mhm. tout cas ne pas chanter, Ouais. c'est dans ce film. Ok. Donc il a en plus ce caractère hyper précieux Ouais. parce que quand on commence à s'intéresser à lui, on s'aperçoit qu'en dehors des clips, qu'en dehors des quelques lives, et il n'y en a pas vraiment pas beaucoup à cette époque-là, qui sont disponibles, en fait, on le voit jamais s'exprimer, bouger, parler. Et là, on le voit faire des trucs normaux. Hein, il classe des feuilles, il fait des trucs, il fait de la moto. Ouais. Donc, et pendant longtemps, ça a été le seul endroit où on pouvait voir Prince faire quelque chose d'autre que de la musique. Mhm. Et c'était aussi pour ça qu'on était attaché à ce film. Et du coup, pour aller plus loin, puisque Mhm. c'est un des thèmes du podcast, est-ce que tu peux nous parler concrètement de l'impact que ce film a eu dans ta vie? Après Bah. cette belle introduction, allons-y. C'est dur. Hein. Non, j'ai essayé de te faire la version courte, Oui. même la version courte, mon Dieu. Tu me demandes de te raconter 40 ans, 38 ans de vie. Maintenant 40 ans, parce que j'ai vu le film. Donc, on sort de là, je suis convaincu, gentiment convaincu. Il y a peu d'émissions de musique. Il y a une émission qui s'appelle Les Enfants du Rock, qui passe sur France 2 avec Philippe Manœuvre, déjà là. Ok. Et qui va passer un concert du Purple Rain Tour, donc de la tournée de Purple Rain. D'accord. Et là, donc, je vois Prince sur scène, réellement sur scène. C'est-à-dire que dans Purple Rain, c'est un film de cinéma tourné en 35 avec des claps. Donc, il y a ce qu'on voit sur scène n'est pas la prise, c'est pas du live. C'est un film. Donc, Ouais. bon, voilà. Là, je vois vraiment le gars sur scène. Et je me dis... oh, putain, il se passe un truc quand même. Mais j'ai une résistance qui vient vraiment de la médiatisation. Il veut dégommer Jackson. Tu vois, ça reste, c'est un truc qui reste. Mais j'ai une résistance où je sens que les digues vont s'effondrer. Et puis Michael ne sort rien. Donc il laisse une place à Prince qui sort un album après Purple Rain qui va s'appeler Around the World in a Day. Je vais aller très vite. Puis il va sortir un autre disque après cela qui s'appelle Parade, qui est le disque où il y a Kiss, un des titres les plus connus. C'est pour ça que j'en parle. On est en 86, donc j'ai 13 ans. Je suis tranquillement chez ma grand-mère l'été. Mon père me rend visite à ma mère et moi qui étions donc chez ma grand-mère. Et dans le journal, je vois que Prince va jouer à Paris au Zénith au mois d'août, le 25 ou 26 août. J'ai 13 ans, je passe ma vie avec ma mère, mon père bosse énormément. Je dis, je veux absolument aller voir ce concert. Je fais une espèce de transfert. C'est-à-dire que pour moi, les deux plus gros artistes du monde, c'est Michael et Prince. Michael a disparu. Prince reste dans ma tête depuis ce film. Ouais. Il faut que je le voie, mais je suis quasiment jamais à un concert. Ma mère me laisse certainement pas aller voir un concert tout seul. Enfin, c'est un bazar pas possible. Elle a cette menace énorme qui est, tu vas rentrer avec ton père. Mes parents vivent ensemble, hein, mais bon, voilà, je le dis. Et écoute, je vais pas faire le mystique, mais c'est une réalité. Il y a une espèce de force qui m'habite, qui m'anime en tout cas, et qui fait que il n'y a pas de problème. Je vais rentrer avec mon père. Alors que je vis tout le temps avec ma mère. Je veux aller voir ce concert. Je ne sais pas comment on va faire. J'ai aucune idée d'où trouver les places ou quoi que ce soit. Mon père encore moins parce qu'il fait pas les salles de concert. Et je rentre avec mon père.
quand on rentre, évidemment, le concert est complet. Il a été complet en 2 heures. Les places ont été vendues dans une salle à Paris qui s'appelle le Casino de Paris. Ça n'a même pas été vendu dans des Fnac ou autre, enfin, incompréhensible. Bref, on passe des journées entières à courir après des places qu'on ne trouve pas jusqu'à cette journée. Je vous épargne tout ce qui se passe, il y a plein d'épisodes. Il va jouer dans un club la veille qui est très proche de là où qui est en face d'où mon père travaille. Je vais le rater dans ce club qui s'appelle le New Morning. C'est un des plus grands ratés de ma vie. Mais comment je peux imaginer une seconde qu'une star pareille puisse être dans un club que je connaissais depuis que j'étais tout petit. J'étais encore tout petit d'ailleurs. Bref, le jour J du concert, 1 heure avant, des gens l'appellent. Encore une fois, hein, les petits jeunes. Pas de portable, rien du tout. Les gens l'appellent dans une cabine téléphonique avec le canon et tout. C'est-à-dire que c'est vraiment une quête. Les places se vendaient très cher. Ils lui disent, on a une place pour ton fils qui est un peu chère. Mon père, très rock'n'roll, me monte dans un taxi avec moi, me dépose auprès de ces jeunes qu'il connaissait et je me retrouve au concert devant quasiment. Prince au Zénith, qui était pour beaucoup le premier concert en France. On s'est rappelé après qu'il y a eu un petit concert au Palace, mais qui est passé complètement inaperçu. Aujourd'hui, il est légendaire, mais en fait, il est passé inaperçu. Pour la France et Paris à ce moment-là, c'est le premier vrai concert de Prince, en tout cas avec cette stature de star. Et c'est The Place to Be. Les journalistes passent leur temps à rappeler qui est là. Donc il y a Jack Lang qui est sûrement ministre de la Culture à ce moment-là, Catherine Deneuve, enfin plein d'artistes. C'est l'endroit où il faut être. Et là, ça enfonce le clou. Là, ça me terrasse. Ça me terrasse. Ça veut dire que le film a entrepris de me mettre sur la route de cet artiste. Oui. Et ce concert va me changer pour toujours. Puisque quand je ne comprends pas ce qui se passe, je pourrais te parler des heures de ce concert, mais ce n'est pas le sujet. On va rester sur le cinéma. Quand je sors de ce concert, il n'y a plus que ce gars qui existe. Et l'impact, là je vais te le faire en 3 phrases, l'impact que ça aura eu sur ma vie, c'est qu'à partir de là, les gens que je vais rencontrer, les amis proches que je vais me faire, les études que je vais choisir, le métier que je vais choisir, les pays que je vais visiter vont être très liés à cet artiste. Moi, j'ai fait une fac de ciné pour faire du son, parce que je voulais aller faire du son chez Prince. Pendant mes études de cinéma, Internet a commencé à pointer le bout de son nez en France. Donc on est entre 93 et 94. Moi, j'ai pas d'ordi, l'informatique, ça m'intéresse pas. Mais ce réseau me donne le sentiment que je vais pouvoir parler au monde entier de cette passion et d'autres. Donc je fonce là-dedans, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin si, pour cette passion princière, mais rien d'autre. Ce qui va m'amener à rencontrer des gens, et très vite, je comprends. Là, je suis dans des années où je commence à voyager pour voir des concerts de Prince. Je ne me contente pas des concerts à Paris, parce qu'on a la chance d'être en face d'un artiste, pour les gens qui ne le connaissent pas bien, qui sort un disque par an, sort un album par an. Il produit plein de groupes en parallèle, et il fait quasiment une tournée par an. Et dans ces années-là, il fait quasiment une tournée par an qui passe par l'Europe et par la France. Donc on est assez gâtés, on peut le voir. Quand il fait des concerts à Paris dans ces années-là, 87, 88, 92, 93, tout ça, il joue parfois il fait 4 soirs, 3 soirs. Donc au début j'en fais qu'un, puis après j'en fais 2, puis après j'en fais 3, puis après j'en fais 3 plus d'autres villes. Puis après je fais d'autres villes de France, d'autres villes d'Europe. Et au milieu des années 90, je pars aux États-Unis. Parce que voilà, jusqu'au moment où je vais aller à Minneapolis, évidemment. Et donc là, je me retrouve dans le film. Et ça, quand tu arrives devant ce club, le First Avenue, la première fois que tu as vu dans Purple Rain, et que tu arrives devant la première fois, c'est... Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? C'est génial, t'es dans le film. C'est-à-dire que... tu découvres qu'en fait, c'est un club normal, où il y a une programmation qui n'est pas faite que de Prince tous les soirs, qui est même plutôt rock, voire rock, goth, hard rock, qui est plutôt dans cette veine-là. C'est pas du tout un club avec une couleur musicale. Il y a plein de groupes qui jouent, mais beaucoup on pourrait appeler encore une fois, et on va pas, c'est pour choquer personne, mais plutôt des groupes blancs, puisque encore une fois c'est une dénomination vraiment qui existe en Amérique. Et d'ailleurs c'est le cas de cette ville, de Minneapolis.
Et puis, entre-temps, ça n'existe pas dans le film, mais grâce aux gains du film, Oui. entre autres, et aux gains des ventes de disques, Prince va ouvrir un complexe, enfin va se fabriquer pour lui, parce que Oui. c'est pas ouvert, un studio d'enregistrement qui est en fait un immense complexe qui s'appelle Paisley Park et qui va lui permettre d'avoir 3 studios d'enregistrement, 2 espaces pour faire des concerts, mais aussi pour tourner des clips, des films et tout ce qu'il veut. Il y a aussi tout un espace couture pour ses tenues de scène. En gros, il s'achète sa liberté artistique et son autonomie totale, puisque Prince compose et enregistre en permanence. En permanence. Il ne fait que ça. Répéter pour les tourner, tourner et enregistrer, composer, que ce soit en tournée ou dans sa ville, où il fait froid tout le temps, c'est sous le Canada, il neige quasiment en permanence, voilà. Donc je vais aller là-bas et donc Internet devient mon métier à cause de la curiosité que j'ai eue pour ce réseau. Et je monte une boîte parce que je comprends que c'est le seul moyen de pouvoir aller voir Prince en concert quand je veux. Parce que si je suis salarié, je vais devoir négocier. Et je me rends compte aujourd'hui que ça peut paraître très puéril ou on a une très mauvaise image des fans en France. On voit tout de suite les fans de Johnny, de Claude François, tout ça, de gens déguisés. C'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que j'essaye de tempérer. Mais oui, mais tu vois, Prince avait un appartement à Paris, je suis jamais allé en bas de chez lui. Tu vois, il y a des choses comme ça que je ne faisais pas. C'était vraiment la musique qui m'importait. Et tes parents, alors, face à cette frénésie, je ne sais pas si on peut appeler ça une frénésie, tu peux le dire. Une fascination, une addiction. Je vais te répondre. Ouais. Voilà. Comment, dans ce contexte-là, avec tout ça, comment réagissent tes parents ? Écoute, j'ai jamais eu de conversation directe avec eux là-dessus. J'ai juste analysé la situation en grandissant. Oui. Bon, mes parents sont hyper bienveillants. Du moment que ça se passe bien à l'école, c'est OK. Et en plus, moi, je suis pas un gros rebelle, tu vois. Je me drogue pas, je bois pas. J'ai déjà une petite copine dans une relation assez régulière parce que c'était un bon moyen de répondre à mes questions, d'être dans quelque chose de régulier. Donc, ils voient que je suis en train de rentrer dans une passion qui est très, très, très présente, qui est omniprésente. Mais finalement, je pense que ma mère se dit, je préfère qu'il soit là, même s'il me fait débouler tous les copains pour écouter de la musique, parce que autour de la musique de Prince, il y a ce qu'on appelle le marché parallèle, qui sont les disques pirates. Okay. Et en fait, Prince produit tellement qu'à un moment donné, dès le milieu des années 80, on va commencer à avoir beaucoup d'enregistrements parallèles. Et donc, moi, comme je suis obsessionnel avec ça, je m'y intéresse beaucoup. Comme c'est un peu coûteux et comme je m'y intéresse beaucoup, tous mes copains qui sont liés à cette musique viennent écouter ou regarder les vidéos en question à la maison. Donc, ma mère a beaucoup subi ça. Et je pense que pendant ce temps, j'étais pas dans la rue à traîner. Elle pouvait quand même contrôler relativement ce que je faisais. Et les gens que je lui ai amenés étaient plutôt des gens sympathiques, c'est-à-dire des gens plutôt drôles, j'ai envie de dire de bonne famille. C'était pas des gens... c'était pas la bourgeoisie catho du 16e. Oui. Je n'ai rien contre ces personnes, ce n'est pas une critique. Mais je veux dire, voilà, c'était des gens polis qui venaient, qui rigolaient, qui étaient aussi bien capables de parler avec moi qu'avec mes parents. Et en plus, très vite, ça me fait rencontrer des gens plus vieux que moi. Moi, dès 14-15 ans, je côtoie des gens qui sont majeurs ou plus. Ça paraît... Alors, c'est pas des vieux, mais ça paraît... c'est une différence notable. C'est-à-dire qu'eux, ils sont autonomes. Il y en a même qui travaillent. Moi, je suis chez mes parents. Les sous pour les disques, c'est l'argent de poche. Donc voilà, on est dans deux mondes. Mais comme je suis très activiste et que je m'intéresse à beaucoup de choses, la musique me permet d'avoir un noyau d'amis qui viennent beaucoup à la maison, qui rassurent ma mère, avec qui ma mère peut avoir des échanges sur « Ok, il vient en concert avec vous, mais vous me promettez ceci », enfin des trucs de parents, quoi. Et je m'intéresse à quelque chose de manière non superficielle. Donc je pense que pour eux, c'est rassurant. C'est-à-dire que je fugue pas pour aller voir Prince en concert parce que je demande la permission, on me dit oui, on me dit non, et puis voilà. C'est plutôt OK comme passion, et ça m'emmène pas dans des trucs glauques
ou malsains ou qui pourraient les inquiéter. Donc en fait, ils sont plutôt en soutien. Mon père apprécie cette musique. Ma mère, elle est contente que je m'évanouisse dans quelque chose. C'est un peu envahissant. Oui. Mais bon, que veux-tu, j'ai des parents très aimants, donc qui ont accepté que petit à petit la tête de Prince dépasse ma chambre et commence à rentrer dans le couloir, dans le salon, voilà. Il y a eu une période de cette vie-là où les gens disaient mais c'est toi qui vis chez tes parents ou c'est eux qui vivent chez toi? Ah. Mais voilà, non, mes parents étaient de très bons soutiens et du moment que ça semblait cohérent, que l'entourage était OK et que j'avançais dans mes études, Ça je allait. pense que tout allait. Ouais. Et est-ce que tu l'as revu avec ta maman depuis le premier visionnage? Le film, Oui. alors je ne l'ai pas revu avec ma maman parce que ce premier visionnage, il est devenu de la même manière que mon père m'a envoyé au premier concert, ma mère m'a emmené voir le film. Et donc, c'est comme ça que je l'ai rattaché à un moment donné à la famille. Oui. Parce que, si tu veux, cet artiste était tellement prolifique que moi, j'étais dans un TGV, quoi. J'étais à toute vitesse. J'étais même dans un avion supersonique. Donc, si tu veux, je voyais que devant. Le bilan, j'ai commencé à le faire à un âge un peu plus adulte. C'est-à-dire, après les 30 ans, où tu te dis, mais ça fait quand même 15 ans que je pense à ce mec tout le temps, que je fais des trucs en rapport avec ça. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie affective, de monter ma boîte, de bosser. Donc, ça, si tu veux, ça interfère sur rien. Oui. Chez moi, il n'y a pas de poster de Prince à la maison. Ah, d'accord. Non, il y a Ok. des choses, Oui. il y a des détails, Ouais. il y a des trucs, mais qu'il faut un peu capter. J'essaye justement d'être avec des touches. Oui. Mais et puis après, j'ai des compagnes qui sont plus ou moins qui apprécient Mhm. à des niveaux différents. Certaines beaucoup, certaines trouvent ça bien. Oui. Donc je peux pas non plus trop imposer Oui. les choses. Après, elles savent où elles mettent les pieds. Le package, il est là. Hein. Bon, enfin, j'ai pas non plus Oui. de cachotterie. Oui. Mais je peux pas imposer l'omniprésence comme je l'ai fait auparavant. Et surtout, je progresse dans ma passion. C'est-à-dire, j'ai commencé à rencontrer les musiciens. Oui. Moi, j'ai monté le site, un des plus importants sites français qui continue d'exister. J'ai créé une grosse communauté autour de ce site. Je vais organiser des concerts. Tout ça va monter. Prince va être au courant qu'on existe. Oui. Je vais me retrouver en répétition avec lui dans son studio. Donc, si tu veux, il y a un moment où ces souvenirs-là, Oui. ils prennent le pas sur un poster. C'est-à-dire que je ne méprise pas les posters, mais je veux Non, dire, bien sûr. le poster, la collection de disques, les fétiches, c'est des manières de se rapprocher. Ok. Quand tu te rapproches sans que ça devienne un intime, sans que je lui tape sur l'épaule et sans avoir une conversation avec lui autour d'un verre, mais quand tu te rapproches et quand tu as des expériences directement avec l'artiste, ces souvenirs-là, ils t'animent, ils t'habitent, ils sont bien plus forts Oui. que cumuler des disques. Et encore une fois, je critique pas du tout. Non, bien sûr. J'aurais voulu pouvoir tout faire. C'était des choix financiers. Oui. Entre repartir à Minneapolis en bossant tout l'été pour y aller ou acheter les 20 ou 30 disques que j'aurais voulu acheter parce que c'était des éditions particulières ou quoi, il fallait que je fasse des choix. Oui. Mais je critique nullement la manière dont chacun vit sa passion. Bien sûr. Et du coup, pour aller plus loin sur le sujet, Allons est-ce que plus tu loin. aurais des recommandations de films ou de séries autour de ce film? Ah, c'est compliqué. Prince va faire 4 films, mais il est difficile de les recommander. Il y a un film qui va suivre en 86 qui s'appelle Under the Cherry Moon, qui est une romance en noir et blanc, tournée en partie dans le sud de la France. Donc ça a contribué à la légende, enfin, a créé le mythe de Prince et la France, qui existe, mais il y a Prince avec plein d'autres villes dans le monde. Mais effectivement, il s'est passé quelque chose en France. Il avait un appartement à Paris, il jouait beaucoup à Paris, il a tourné ce film dans le sud de la France, donc il y avait une réalité avec la France à un moment donné. C'est un film sympathique, qui n'est pas musical pour le coup, c'est-à-dire qu'il ne chante pas du tout dedans. Il y a une bande originale où on entend plusieurs titres de l'album Parade, donc c'est lui où il y a Kiss, mais la musique n'est pas au centre. Et bon voilà, c'est Prince qui fait du cinéma, ça se faisait à l'époque, il a pu le faire, on peut jeter un œil.
Après, je vais sauter chronologiquement pour les grands Mhm. spécialistes, j'y reviendrai. Après, plus tard, il va essayer de retenter le Purple Rain en faisant une espèce de Purple Rain bis qui va s'appeler Graffiti Bridge, Oui. qui là est un échec total, tant sur la manière dont il est fait, tout est quasiment tourné dans son studio, c'est encore des battles de groupe, il y a encore des clubs qui jouent les uns contre les autres. C'est amusant à regarder comme un témoignage. Là, pour le coup, ça a considérablement vieilli. Mhm. Mais ce qui est intéressant, pourquoi j'en parle, c'est parce que les vieux fans de Prince dont je fais partie, comme tous les fans, à un moment donné, deviennent des ronchons. Et donc, sont tout le temps dans l'attente. Ils rêvent, chaque fan d'un artiste rêve que l'artiste fasse l'œuvre ultime pour lui. Sauf que l'artiste, il écrit d'abord pour lui-même, puis ensuite pour le plus grand nombre. Et quand Graffiti Bridge sort, on est très critique. Parce qu'on n'aime pas son look, parce qu'on trouve que tout fait kitsch, parce que le disque associé n'est pas un de ses plus grands disques. Donc, on est très critique. Pour beaucoup côtoyer les fans, pour beaucoup parler avec eux, pour avoir un podcast consacré à Prince, pour les avoir entendus témoigner, que ce soit sur les soirées que je fais sur Twitch ou sur le podcast, la jeune génération qui s'intéresse à Prince, parce qu'il y a une jeune génération qui s'intéresse à Prince, qui malheureusement pour beaucoup ont découvert Prince après son décès, prennent ce film pas du tout comme je suis en train de te le dire. Ils le prennent au premier degré. Ok. Ils le regardent sérieusement et ils trouvent qu'à l'intérieur, il y a des messages qui leur parlent. On a Oui. eu plusieurs jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui ont réhabilité à nos yeux Oui. ce film en disant ouais, mais nous, on n'a pas le cynisme que vous avez. Nous, on ne savait pas qu'il était sorti comme ci, comme ça. Oui. On a regardé, on est allé acheter les 4 DVD des films de Prince et on a trouvé ça très bien. Et donc, c'est intéressant de voir que ma vision, donc c'est un film qui est sorti en 88, donc ma vision qui date, tu vois, qui a 35 ans, Oui. pour des gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui le prennent sans l'historique, ils ont un regard différent. Et puis, avant ce film, en 87, Prince a sorti un film-concert, c'est pour ça que j'en ai parlé après, les 3 films avec des narrations, qui s'appelle Sign of the Time, qui est un concert de Sign of the Time, de la tournée Sign of the Time, sauf qu'il est fait pour le cinéma. C'est-à-dire que là encore, il y a des claps avec les morceaux qu'on voit. Ils ont été tournés avec plusieurs caméras. On s'arrête, on reprend. C'est pas un live Oui. avec du public qui est capté. C'est vraiment un film qui est tourné pour le cinéma. Et ça, vraiment, c'est ressorti après son décès. L'impact est toujours le même et ça mérite d'être vu parce que c'est du grand Prince sur scène pour le cinéma, donc avec une image particulière, avec un grain particulier. Et donc, si on veut poursuivre l'expérience au cinéma, on peut le faire avec ça. En dehors de Prince, il y a 2 films qui ont beaucoup exploité sa musique. Il y a Girl 6 de Spike Lee, qui n'est pas le plus grand Spike Lee, mais qui est entièrement constitué de titres de Prince. La BO associée, il doit y avoir 12 ou 13 ou 14 titres de périodes différentes, de productions, de groupes produits par Prince. Donc vraiment, Girl 6 est entièrement construit autour de la musique de Prince. Et puis, il y a le Batman de Burton, le premier Batman, avec donc le Joker avec Jack Nicholson, où Nicholson a imposé Prince auprès de Burton pour faire alors pas le score qui est fait par Danny Elfman, mais pour faire les chansons du film. Donc il y a des chansons qu'on voit dans le film, puisque le moment où le Joker est en train de peinturer les tableaux, quand il vient un peu foutre le bazar dans le tête-à-tête entre Bruce Wayne et Kim Basinger, Vicky Vale. Il y a un titre de Prince et il chante et il danse dessus. Et après, il y a une espèce de grande parade avec des ballons, etc. Et là aussi, le Joker est sur un char. Il y a aussi un titre de Prince qu'on entend très clairement. Et il y a un album entier qui s'appelle Batman, que Prince a sorti, où il y avait le fameux titre Bad Dance, et qui reprend pas mal de thématiques du film ou des samples de dialogues du film. Donc le premier Batman de Tim Burton est aussi associé à Prince. Après, on l'associe à Prince. Après, voilà. Après, il va y avoir des touches ci et là. Oui. Dans les séries, il y a peu de séries, mais depuis son décès, on parle de Prince dans des séries aussi variées que Orange is the New Black, où il y a une conversation à un moment donné à table, dans comment ça s'appelle, The Boys, dans la 2e ou 3e saison,
il y a un des personnages qui a la guitare de Prince, parce qu'il a une guitare très particulière, et qui en parle. Il dit, regarde, j'ai pu m'offrir la guitare de Prince. Donc c'est quelqu'un qui revient très souvent dans les séries, Ok. surtout depuis qu'il est décédé, Oui. mais dans des séries, mais complètement, mais où tu t'y attends pas du tout. Mhm. C'est assez intéressant de voir que son décès dans la pop culture Oui. a marqué beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe, enfin qu'en France en tout cas. Mais il revient très souvent et sa disparition revient très souvent. Je te dis, dans des séries, il y a une série moyenne sur Netflix qui s'appelait Manifeste. C'était un avion qui disparaissait puis qui revenait 5 ans après. Ouais. Et à un moment, il y a un discours comme ça où la femme elle dit, mais tu te rends pas compte, Prince est mort depuis. Ah. Quoi. Enfin bon, il y a des choses comme ça. Je crois et puis il y a eu un épisode, mais là j'ai plus, je sais pas si c'est Empire ou quelque chose comme ça, qui était entièrement autour de la musique de Prince, mais je dois me tromper sur le nom, il faudrait que je vérifie. Donc depuis le décès, il y a des citations Oui. et des clins d'œil qui sont hyper fréquents, mais il n'y a pas quelque chose qui pourrait permettre d'en savoir plus sur lui. Ok, bah écoute, je note parce que je ne connaissais pas en tout cas toutes ces recommandations. Et il y a le fameux épisode, suis-je bête, je vais me faire abattre, il y a un épisode de New Girl Oui. où il apparaît. Ah, Ah ouais, où il est là, elle est en train d'halluciner, et donc elle a une conversation avec Prince, et ça se termine par une partie de ping-pong, il me semble, et puis il y a une fête où il va chanter, enfin, donc oui, il y a un épisode de New Girl, ça doit être la saison 6, faudrait vérifier tout ça, j'aurais dû travailler, et où il y a Prince, pardon. J'allais oublier ça. ok, j'ai commencé la saison 1 il y a quelques jours. Donc Eh bien, tu guettes et tu pourras nous corriger en commentaire. En parlant de guetter, je vais faire sans transition. Il y a un film, moi, pour recommander, pour aller plus loin un peu sur le sujet, c'est Get On Up. Donc sur la bio de... Enfin, en tout cas, c'est un biopic de James Brown. Et tu l'as vu ? Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a aussi fait penser au film Ray. Ouais, il y a, je sais pas, il y a eu de ça, donc sur la vie de Ray Charles, et le dernier sur Bohemian Rhapsody. Donc sur des biopics quand même. Ouais, sur des biopics. 3 biopics de musiciens importants. Ouais, en tout cas, ce film-là m'a fait penser à ces autres films-là, sur le côté musical et biopic. Ouais, mais je comprends. Il y a quelque chose de... À l'époque, on l'a beaucoup vu comme l'histoire de Prince. On s'est rendu compte après, en lisant des bios, que c'était un peu romancé, que c'est un peu différent. Mais il y a beaucoup de choses de lui. Et je pense que Purple Rain sera sûrement bien plus réussi que le biopic de Prince qui verra le jour à un moment donné et qu'on est déjà en train de redouter. Ouais, c'est toujours un peu le dilemme, justement, quand on réalise des biopics comme ça, c'est de savoir quel instant T déjà de la vie est narré dans le film. Exactement. Est-ce que la famille, l'entourage est d'accord et a participé à la production ou à la réalisation du scénario ? Et parce que moi, c'est un genre vraiment que j'apprécie. Je pense que c'est mon genre préféré, mais je trouve que c'est important. C'est intéressant. Ouais. Je trouve que ce qui est toujours fascinant, en tout cas dans les biopics, c'est le processus créatif autour. C'est à la fois, tu vois, la performance de l'acteur ou de l'actrice sur, tu vois, par exemple, comme Marion Cotillard avec La Môme, etc. Et puis de voir comment le film a été fait, produit, et parfois les histoires qu'il peut y avoir autour, en fait, avec l'entourage ou pas. Ou je pense à ça, par exemple, le dernier film sur la femme de... le dernier biopic que j'ai vu sur la femme d'Elvis Presley. Priscilla ? Ouais. Tu l'as vu ? Non, je l'ai pas vu, mais je l'ai raté, mais je comptais y aller. Et j'ai vu le Elvis précédent. Mais je trouve qu'il est assez intéressant à voir parce que même si on peut être fan d'Elvis, etc., je trouve que le point de vue, en tout cas, qui est pris, et voilà, c'est ça que j'aime bien dans les biopics, c'est qu'on peut... Quand ils sont réussis, ouais. Parce que oui, parfois... mais justement, quand ils sont pas réussis, on peut se demander pourquoi ils sont pas réussis, justement. Tu vois, je trouve que c'est intéressant d'aller les voir, même si... alors ça, c'est mon point de vue de cinéphile, mais... même quand c'est pas forcément réussi, de se demander pourquoi, en fait. Est-ce que c'est parce que on est fasciné par le personnage en question
et donc du coup on est déçu de ce qui est bien raconté, sûr. ou est-ce qu'on a l'impression qu'on est complètement passé à côté de quelque chose? Tu vois, c'est un petit peu comme l'adaptation des livres au cinéma. Tout à fait. Il y a entre ce qui est raconté, notre imaginaire, et ce qui va être porté à la caméra. Et donc du coup, je trouve que ça fait lien un peu Tu as avec... raison. Puis il y a l'affectif qu'on a avec le personnage et puis ce Aussi. qu'on a connu. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, si je regarde un biopic sur Piaf, j'ai pas tant de références que ça. C'est pas Ouais. quelqu'un que j'ai connu. Quand je vois le biopic sur Gainsbourg, j'adore la première partie. Et quand on commence à arriver sur les années que j'ai vues à la télé, forcément, il y a un moment où, tu vois, ça parasite dans ma tête. Donc c'est bien Empire, saison 4, épisode 4, qui est un épisode entièrement en Prince Tribute, enfin qui est un hommage à Prince. Et il y a Netflix, qui a quand même dépensé une fortune, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars, pour réaliser quelque chose qu'on attend depuis maintenant 3 ans, 4 ans, qui serait le documentaire ultime en 6 épisodes sur Prince, qui serait constitué à 99,9% d'images inédites et jamais vues, et qui pour le moment est bloqué pour des raisons juridiques, parce que l'après-Prince a été très compliqué juridiquement. Et donc Netflix ne le sort toujours pas. Mais il est possible qu'à un moment donné, sur Netflix, vous ayez le documentaire qui là vous permettra, on l'espère, puisqu'on ne l'a pas vu, de pouvoir vous plonger dans cet artiste passionnant. Oui, tu reparlais de la série Empire, donc qui est un soap opéra que j'ai beaucoup aimé avec Taraji Henson, qui a une carrière assez incroyable. Et est-ce que tu pourrais nous parler du film dont tu ne te lasses jamais de regarder? Vraiment, on peut tous dire ici. Alors c'est super difficile. Non mais c'est super difficile parce que il y a eu plein de films. Tu vois, le premier choc, moi je fais partie des gens où le premier choc cinématographique ça a été Star Wars. Là j'étais gamin, là encore merci maman. Là alors, j'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir 6 ans. Et je n'ai rien compris à ce que j'ai vu. Déjà, les adultes ne comprenaient rien à ce qu'ils voyaient en termes d'impact au niveau de l'histoire. Moi, tout est ce bonheur d'être dans un cinéma et où 100% de ce que tu vois et entends est nouveau. Je n'avais aucun référentiel sur rien. Les vaisseaux, les sables laser, les sons, la musique, les personnages, des robots qui parlent, des grands singes poilus, des monstres, mais rien, le Dark Vador, le machin, rien, aucun repère avec un 100% de ce que j'étais en train de vivre. Chaque seconde de ce film était une nouveauté au niveau de mon cerveau et d'un espace créatif. Donc je suis attaché à la première trilogie. L'Empire contre-attaque, quand ça passe à la télé, j'ai du mal à zapper. Ça, c'est évident. Après, il y a un réalisateur auquel je suis très attaché, qui est David Lynch, parce que là aussi, en termes d'émotion, chez moi, ça a été très fort. C'était vraiment une source de cauchemar, d'angoisse, d'inquiétude. Donc, j'ai du mal. C'est pas des films que je regarde en boucle, mais j'avoue que Sailor et Lula, qui s'appelle Wild at Heart en anglais, est vraiment un film que, pareil, je regarde souvent ou que j'ai du mal à zapper quand il passe parce que la manière dont il filme la passion amoureuse, qui est un sujet que j'aime beaucoup, vraiment comme ça, c'est-à-dire de gens qui sont en train de brûler chaque seconde pour être ensemble. Il y a des moments où, contre toute attente, le couple Laura Dern, Nicolas Cage fonctionne remarquablement et j'adore. Je vais te surprendre, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont surpris. Et j'ai bien aimé qui sont surprises. Quand elles se rendent compte. J'adore Les Demoiselles de Rochefort. C'est un film que, voilà, pareil. Ça passe, je regarde. Mais c'est musical en même temps. Ah bah oui, ça chante. Ouais, mais si tu veux, j'avais beaucoup d'a priori. Beaucoup d'a priori, plus jeune. Le côté, ça chante Passe-moi le sel, ça m'intéressait pas. Tu vois, j'ai beaucoup plus de mal avec les parapluies de Cherbourg pour ça, justement. C'est différent. Et j'ai appris à voir à quel point il y avait du cynisme, de la comédie, des phrases improbables. Et donc, j'adore il y a des répliques qui sont folles. Et l'histoire est dingue. Enfin, voilà. Et puis, la musique est mortelle, donc j'adore. On en a parlé, tu faisais référence quand tu disais... quand tu parlais de Purple Rain dans les 80s, moi je viens de là, donc le cinéma des années 80,
on disait pas blockbuster, je crois trop à l'époque, mais les Ghostbusters, Gremlins, Indiana Jones, c'est un peu plus haut de gamme, mais Terminator, enfin les films qui sortaient dans ces années-là, ceux qu'on a redécouverts après, tu vois, parce que il y a des films comme Terminator, le premier, quand il est sorti, les gens se sont dit, ouais, c'est quoi ce film? Puis maintenant, on a Cameron à la Cinémathèque. Donc, il y a des choses qui ont été redécouvertes. Tu vois, tu prends le premier Rambo, on dit, ouais, c'est du Stallone avec des gros bras. Puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un propos sur la manière dont les vétérans du Vietnam étaient traités, que c'était peut-être pas une mauvaise. Que c'était pas une série B comme Rocky 1 ou quoi. Donc, ça, c'est des films qui fonctionnent bien sur moi. Les Blues Brothers en tête. Parce que Ray Charles, parce que Aretha Franklin, parce que James Brown, parce que toute cette musique que je connaissais pas, là encore, film vu en famille, et je prends tout ce rhythm and blues, toute cette soul en pleine tête, et affection indéfectible pour John Belushi, qui est voilà, pour moi un acteur incroyable, qui a fait trop peu de films, évidemment mort trop vite, mais qui me touche énormément, voilà, qui est un acteur que j'adore. En ce moment, je me suis replongé ces derniers mois dans le Rocky Horror Picture Show parce que je suis allé voir au Lido où il y avait la troupe américaine qui le jouait. Et j'aime beaucoup ce film, que ce soit dans la version interactive à Paris, au studio Galande, où quand il pleut, t'envoies de l'eau, quand il se marie, tu jettes du riz, ou même dans une version tranquille à la maison. Mais j'adore la BO, j'adore la manière dont les sujets sont traités, même si on a tendance à prendre ça comme une série B, voire Z. J'adore ce film. Voilà, et donc tu m'as dit quoi, film? Et après les séries, il n'y en a pas beaucoup que je revois. Il y a évidemment Twin Peaks, qui est une série ultra importante pour moi. On aurait pu en faire un épisode. Ah ouais, non, Twin Peaks, Twin Peaks, Lynch, c'est ouais. Twin Peaks, il s'est vraiment passé un truc quand ça nous est tombé sur la tronche. Si je me trompe pas, dans ton livre, tu précises que tu l'as rencontré, David Lynch. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah oui, on doit raconter des trucs comme ça. Donc, j'ai pas le même rapport à Lynch qu'à Prince, mais Lynch a été obsessionnel. C'est-à-dire que de la même manière que j'ai découvert que la musique pouvait me procurer des émotions dont je n'avais pas idée, les films de Lynch me procuraient des émotions que je m'explique pas. Je pense qu'on a les mêmes pathologies ou les mêmes cauchemars ou quoi. Je me rappelle que quand je suis allé voir Lost Highway, j'ai failli quitter la salle tellement j'avais peur. Et pourtant, il n'y a rien qui fait peur à l'écran. Oui. Mais moi, le travelling qui rentre dans la télé puis qui avance dans le noir, dans le couloir, avec une porte sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, c'est le truc qui m'angoisse le plus quand je rentre dans une maison, quoi. Enfin bon, je sais que tu as un canapé, mais je vais pas me coucher, c'est pas la psychanalyse non plus, mais bon, on y va loin. Donc voilà, donc le cinéma de Lynch me parle énormément. C'est un cinéma qui est très sonore. Lynch filme très bien les scènes d'amour, les scènes de sexe. Il n'a pas peur d'être explicite, que ce soit dans Mulholland Drive, dans la relation entre les deux femmes, que ce soit dans Sailor. Incroyable. Exactement, c'est très très bien filmé. C'est jamais. Naomi Watts joue super bien. Elle est incroyable. Incroyable. Et donc le cinéma de Lynch me parle. Le cinéma de Lynch a quelque chose de passionnant, c'est que quand on le regarde dans l'ordre, et moi j'ai eu la chance de le découvrir assez vite en fait dans l'ordre, tu vois que les films se répondent les uns avec les autres, qu'il y a des thématiques communes, qu'il y a un jeu de cache-cache avec des symboles ou autres. Moi je m'arrête là sur l'analyse. Après j'aime bien certains auteurs et certaines personnes comme Pacom Thielman ou autres qui se plongent dans l'analyse profonde des œuvres de Lynch. Moi j'adore ça, mais ils le font très bien, donc je préfère les lire. Moi il y a un moment donné où j'accepte le côté œuvre abstraite, c'est-à-dire j'ai pris une claque, j'ai eu des émotions, ça m'a plu, je me suis pas ennuyé une seconde, je trouve ça super, et est-ce que j'ai compris ou pas, finalement, peu importe. Je parle des œuvres qui vont plus loin dans la filmographie. Et quand Twin Peaks arrive à la télé, on n'a jamais vu ça. Donc Twin Peaks, c'était vraiment un choc. C'était un choc esthétique. J'adore l'histoire. Il y avait des actrices incroyables. Donc Twin Peaks, c'est une série que j'ai beaucoup vue. Après, voilà, moi je suis la génération qui a suivi Friends parce que je les suivais en temps réel. J'ai effectivement vu l'arrivée du moment où on est passé du feuilleton, du téléfilm
à des séries, même si je trouve que Dallas est fantastique, mais ça c'est encore un autre épisode. Dallas est une série remarquable, il faut réévaluer Dallas, mais peu importe. Mais donc j'ai vu arriver les séries avec les fameux showrunners, ou quand les réalisateurs de cinéma sont arrivés à la télé, et quand les acteurs de cinéma sont arrivés à la télé, donc où on a arrêté de considérer qu'il y avait le cinéma d'un côté et la télé de l'autre. Donc forcément, ça a été foisonnant, les X-Files, toutes ces séries-là qui arrivaient, Urgence, tu vois, qui était un truc complètement inédit dans ces années-là. Donc ça, j'en ai bouffé. Les séries HBO, avec les Oz, toutes les premières séries HBO, Rome et tout ça. Donc ça a vraiment été des trucs qu'on comptait. Mais il y a une telle frénésie après qui arrive avec les séries. Il y a une telle quantité de séries qui sortent que les revoir, c'est un truc compliqué. Enfin, pour moi, c'est hyper difficile. J'arrive déjà pas à les voir. Donc, les revoir, voilà. Donc, quand il y a des épisodes. Donc, Twin Peaks, c'est vraiment quelque chose où je me suis replongé, où j'ai vraiment vu l'intégralité plusieurs fois. Parce que c'est quelque chose que j'ai aimé faire découvrir. Et je me suis refait tous les épisodes à chaque fois. Et après, il y a des séries. Ouais, il y a des séries un peu doudou auxquelles je suis attaché. Et si je tombe sur un épisode, je vais les regarder. Je me suis il y a des trucs comme ça moi il y avait une série qui n'a pas du tout marché en France qui s'appelait Entourage, qui était sur 4 mecs à Los Angeles qui avait un acteur et ses 3 potes un peu losers autour de lui. Et j'ai adoré cette série, pour moi elle me parlait énormément. J'adore Californication parce que c'est à chaque fois il y a des personnages. Alors moi j'ai un truc super je te raconte tout hein. Allez. C'est très bizarre. Je ne bois pas, je me drogue pas. Et je suis très attaché à des personnages qui sont un peu des losers semi-alcoolos, un peu comme le gars de Californication, comme ces mecs dans Entourage qui font des soirées pas possibles. Et il y a des personnages comme ça qui me parlent, de qui je me sens, de qui je comprends les mécanismes, les affres, les tourments, les douleurs, mais avec qui je ne partage pas du tout la vie. Est-ce que ce ne serait pas des fantasmes ? Non, c'est pas vraiment un fantasme, parce que c'est pas malheureusement, c'est pas très difficile d'avoir cette vie-là. Non, mais en tout cas, de leur histoire, de ce qu'il y a autour. Non, c'est-à-dire que j'arrive, si tu veux, les états d'âme qu'ils peuvent avoir sont des états d'âme qui me parlent, sauf que j'ai pas eu à prendre le même chemin pour les avoir. Oui, mais justement, je pense que c'est la force. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, j'ai un peu... c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon podcast. C'était de se dire que on peut se reconnaître et on peut s'identifier à des personnages, à des trajectoires de vie qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais soit par des émotions ou soit par... je te prends l'exemple de... donc c'est Ben, dans un de mes épisodes, qui parle en fait, lui, le personnage, en tout cas, le film qu'il a marqué, c'est Pulp Fiction. Et donc du coup, il a pu s'identifier à Samuel L. Jackson parce que le personnage avait de la répartie et de l'assurance. Et lui, en tant qu'homme noir, du coup, c'est l'un des premiers personnages auxquels il a pu s'identifier. Mais dans le fond, quand on regarde, ça reste quand même deux personnages. En tout cas, c'est un gangster. Donc c'est quand même très particulier. Mais lui, en tout cas, il a écarté ça. Mais par contre, en termes d'émotion et en termes d'assurance et l'impact que ça a pu avoir dans sa vie, bah, ça reste, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Donc je pense que, mine de rien, tout est lié, en fait. Ah oui, non, tout est lié. Ouais. Après, je suis fasciné par les génies musicaux et j'ai eu tous les instruments du monde entre les mains et j'ai jamais persévéré parce que j'ai eu une flemme pas possible et que je me suis rendu compte que le travail qu'il faudrait pour... si tu veux, je pense que quand tu es passionné par des génies, il y a deux choses. Soit ça te donne une motivation du diable parce que ça donne un goal tellement haut que tu t'enfermes parce que tu as besoin d'approcher le niveau de ton Dieu. Soit tu comprends le chemin qu'il y a à parcourir, tu analyses et tu dis bon, je vais faire du air guitare, ça sera très bien. J'ai joué dans le vide, je serai très très bon. Est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux émotions qui viennent clôturer tout ce qu'on vient de se dire ? Donc on enregistre à une semaine, même pas, 5 jours des 8 ans du décès de Prince. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est une émotion qui est assez compliquée à aborder parce qu'elle est assez peu référencée et elle est assez peu respectée et connue.
quand des artistes meurent, si on prend la manière dont la mort de Johnny Hallyday a été traitée, Oui. on nous a montré des gens habillés comme lui, qui souvent essayent de parler comme lui, et donc qui peuvent nous faire rire. Et on les a vus pleurer devant le cercueil qui arrivait dans l'église, etc. Et on est resté là-dessus, sans vraiment comprendre. On regarde un peu les gens qui pleurent des artistes. Ça s'est passé avec Elvis, ça s'est passé avec Claude François, ça s'est passé avec Jackson, évidemment, ça s'est passé avec tout le monde. Et on les regarde, pas comme des bêtes de foire, mais comme des curiosités. Avec mépris, parfois aussi. Alors, et avec moquerie et mépris aussi, parfois. Quand Prince est mort, j'ai eu la chance, ouais, je pourrais dire la malchance, mais j'ai eu la chance de faire beaucoup de télé et de radio. Notamment le Grand Journal, où j'ai vraiment participé toute la journée avec l'équipe à préparer l'émission, à travailler avec eux. Et donc j'avais des gens à fond qui bossaient, qui étaient assez bienveillants, mais qui avaient toujours cette phrase qui disait mais on comprend pas nécessairement, parce que là pour le coup ils étaient emmerdés, j'étais pas habillé comme Prince, j'avais un propos, je parlais pas comme un débile pas dans la gâteux, caricature du fan, et en fait. j'arrivais à avoir du recul et j'étais pas du tout en train de pleurer, mais ils voyaient que j'étais affecté et ils voyaient surtout ce que j'entendais au téléphone, parce que pour le coup je recevais beaucoup d'appels et tout ça de gens très très abattus. Mais j'étais très abattu aussi, mais c'était pas le moment d'être sur ce sujet. Et il y avait cette phrase qui revenait sans cesse, qui était mais pourquoi vous êtes aussi triste? Vous ne le connaissiez pas. Dans le sens où pour connaître quelqu'un, il faut être en face de lui, parler et prendre un verre. Et je ne le connais pas, mais depuis plus de 30 ans, je pense qu'il n'y a pas eu un jour où j'ai pas pensé à ce mec. Soit parce que j'étais à fond, soit parce qu'après, forcément, on a des fétiches tout autour. Oui. Un poster, un disque, un fond d'écran sur un téléphone, ce que tu veux, mais quelque chose qui fait que tu vas de toute façon y être amené. Donc, moi, j'ai l'impression de vivre avec. J'ai l'impression de vivre avec, en moi, mais j'ai l'impression de vivre avec tout ce que j'ai fait par rapport à sa musique, les choix que j'ai fait dans ma vie. Donc, effectivement, quand cette personne disparaît, et quand ça te touche, tu es très seul, parce que quand tu arrives... Moi, j'ai de la chance. Je suis connu dans cette communauté. Oui. J'ai un discours clair là-dessus. Mon entourage connaît tout ça. Les gens avec qui je travaille connaissent tout ça. Donc, c'est facile pour moi. Mais il y a des gens qui arrivaient au boulot dévastés. Dévastés, quand je dis dévasté, c'est dévasté. Et qui ne pouvaient pas en parler. Parce que quand tu vas au boulot et que tu dis « ma mère est morte », les gens, ils vont s'arrêter, ils vont prendre 5 minutes, ils vont te parler parce qu'ils arrivent à se projeter. Quand tu vas au boulot et que tu dis « mon meilleur ami est mort », on t'écoute, on te prend au sérieux, mais bon, c'est grave, mais c'est pas si grave parce que c'est ton pote. On comprend que tu sois affecté, que ça te touche, mais bon, ils vont quand même continuer d'aller à la machine à café, mais ils vont t'écouter un peu. Mais quand tu arrives au boulot et que tu dis « mon artiste préféré est mort », les gens ils ricanent, ils se disent « bon, c'est pas grave ». Alors qu'en fait, il y a des gens qui sont capables de te dire des choses atroces, qui sont capables de dire « je préférais que ce soit ma mère ». Il y en a qui m'ont dit « heureusement que j'ai mes enfants parce que je sais pas comment je tiendrais ». Il y a des gens pour qui c'est viscéral. Et ce qui est étrange, c'est qu'on est dans un pays qui respecte l'art. On est fiers de nos musées, on est fiers de notre littérature, on est assez fiers de certains de nos artistes. On a fait beaucoup d'émissions, on a eu beaucoup de théoriciens, on a eu beaucoup de gens qui ont écrit sur l'importance de l'art dans la vie, ce que ça pouvait procurer, ce que ça pouvait provoquer, que ce soit en émotion ou aussi en message politique, social ou autre. Donc on a quand même des intellectuels qui valorisent l'art, mais par contre le lien qu'on a avec les artistes, il est absolument pas respecté. Déjà il est inconnu et il est absolument pas respecté. Alors que quand tu as grandi avec un artiste et quand il disparaît, c'est une partie de toi-même. C'est une partie de toi qui disparaît, c'est une partie de ta jeunesse, c'est ce qui parfois, dans ta vie d'adulte, te permettait de te raccrocher à l'enfant intérieur, l'ado, à ce moment de folie que tu t'octroyais lors d'un concert ou autre, et non que tu ne vas pas vivre avec d'autres artistes et d'autres concerts parce que tu n'as pas ce lien. Et ça fait 8 ans, là, et il y a encore des gens qui te disent il y a des choses que je ne peux pas écouter encore aujourd'hui, il y a des choses que je ne veux pas aller voir encore aujourd'hui,
et voire même, je ne m'en remets toujours pas. Et donc, tu me parlais d'une émotion pour clôturer, je ne vais pas rester sur une émotion négative, enfin triste plutôt, mais vraiment, il y a quelque chose autour du lien qui nous lie aux artistes, de la relation qu'on a avec eux, de ce qu'ils nous ont procuré, de ce qu'on leur a renvoyé, de la manière dont ils nous ont accompagnés. La phrase bateau de dire tel artiste, c'est la bande originale de ma vie, c'est une réalité. Il y a des moments forts de ta vie, des rencontres, des naissances, des compagnons, des femmes, des hommes, on s'en fout, que tu rencontres et qui changent ta vie, des voyages, des moments de doute, des moments de tristesse que tu as pu illustrer en te gargarisant de certains albums, de certaines chansons, quoi que ce soit. C'est pas rien, c'est vraiment ancré. Et les ancrages, c'est quelque chose d'important. Notre cerveau, il fonctionne beaucoup avec ça. Donc, c'est pas du tout anodin, la perte des artistes. Il y a ceux qui nous entourent, qu'on n'écoute pas forcément. Quand Freddie Mercury est mort, il y a eu une peine générale. Il y a chez les fans de Queen, mais aussi chez des gens qui aimaient juste bien Queen. Mais ce type était là, il faisait de la musique qu'on aimait bien, il faisait partie de notre paysage. C'était pour ma génération une des premières icônes qu'on allait disparaître. On n'avait pas connu la fin des Beatles, on n'avait pas vu mourir Elvis ou quoi que ce soit. Là, d'un coup, on avait cette espèce de pop star qu'on aimait bien, il n'y avait aucune raison de détester ce mec, t'écouter pas, qui disparaissait. Il y a eu une émotion qui est palpable dans le concert qu'il y a eu à Wembley par la suite pour lui rendre hommage. Et à partir de là, on a perdu d'autres gens. Avec Prince, ça a été donc forcément très particulier. C'était particulier à titre personnel, c'était particulier dans la pop culture. On le voit, il y a encore des interviews d'artistes aujourd'hui très variés. Alicia Keys, Bruno Mars, Anderson .Paak, The Weeknd, enfin des gens très variés. Beck, enfin vraiment ça va dans des directions très 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 variées. Qui parlent régulièrement de Prince, qui expliquent ce que ça a été pour eux, ce que ça a été dans la défense des droits. On parle beaucoup du combat de Taylor Swift pour récupérer ses droits, mais Prince a vraiment fait ça. Il a beaucoup œuvré, ça on l'a moins entendu en France, auprès de la communauté afro-américaine pour leur dire faites attention à ce que vous signez et vous devez posséder vos masters. C'est un combat qui a été très entendu. Dans le milieu du stand-up, ça a été très entendu sur les signatures de contrats. Enfin, j'arrête là, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a un des plus gros humoristes stand-uppers américains qui s'appelle Dave Chappelle, qui est lié à Prince. Il s'est habillé en Prince. À un moment donné, il a fait un sketch qui est assez connu. Bon, bref, c'est loin d'être anodin dans la pop culture. Et après, à titre personnel, c'est quelque chose qui est très intéressant de voir la peine toute particulière et ce que ça veut dire de ne plus pouvoir vivre ces émotions-là. Et donc, pour conclure promis, mais l'émotion à laquelle tout ça fait référence, c'est la passion. C'est-à-dire ce qui fait que là, après le boulot, tu as envie de faire ton podcast et que tu vas passer des heures en dehors du boulot, pas payé, sans que ça te rapporte rien, à le monter ou quoi que ce soit, ou ton lien avec le cinéma, ou moi avec la musique, le fait que là, j'ai conscience que tu as un format, mais que je pourrais te raconter des anecdotes de dingue jusqu'à 5h du matin. Du coup, je n'ai même pas raconté quand j'ai rencontré David Lynch. Ce sera une prochaine fois. Ou aller lire mon livre. Mais effectivement, la passion, ce truc qui est incroyable. Dans mes nombreuses activités, j'interviens dans une école de personnes qui ont plus de 18 ans, je veux dire dans une école pro, et de gens dont j'aimerais... alors il y a des gens passionnés, je ne vais pas caricaturer les jeunes, c'est pas le sujet, mais quand même on les sent moins habités, on les sent moins habités par des choses. La passion, moi, comme je te dis, j'étais dans les jupes de ma mère, j'étais pas très téméraire, et j'ai bossé comme un dingue pour économiser 3 sous pour partir en Amérique, pour aller voir un concert. Je faisais la queue à 7h du matin pour être plus près de toi, mon Dieu. Et ça quand je les vois se poser des questions, oui, est-ce qu'il faut que j'ai un bac plus 5 pour réussir ma vie, et puis j'apprends quelque chose pour être dans un métier. Moi, je savais pas ce que je voulais foutre, quoi. La seule chose qui m'intéressait, c'était d'aller voir des films et d'écouter de la musique. J'en avais aucune idée, et ça m'a fait rencontrer tellement de gens inspirants. Ça m'a fait rencontrer tellement de gens qui m'ont donné envie, qui m'ont montré qu'il fallait que je bosse, qu'il fallait que je m'implique, et que qu'il fallait pas les faire à moitié. Mais le moteur, c'était des moteurs qui étaient des moteurs de passion. La musique, le ciné,
Bon, les filles, on n'a pas parlé, parce que c'est pas le sujet, mais quand même, je t'en ai parlé dès le début, c'est-à-dire que c'est pas rien si je me suis intéressé à cet artiste. Et en fait, c'est... voilà, je pense que l'émotion qui probablement lie tous les gens que tu as rencontrés jusque-là et les prochains, et qu'il est très difficile, je trouve qu'il se perd un peu, parce que c'est l'émotion la plus difficile à faire naître chez ceux qui n'en ont pas, c'est la passion. Ok. Non ? C'est difficile parce que moi je suis quelqu'un de passionné. Ah oui, donc je pourrais pas répondre à... Pour moi c'est difficile de vivre sans passion. Pas forcément dans tous les aspects de ta vie, mais en tout cas d'être animé et d'être porté par quelque chose. Moi c'est le cinéma. Je dirais qu'après je pense il y a la danse. Et du coup qui dit danse, je peux pas dire que je suis aussi passionnée que toi par la musique. Mais en tout cas, par exemple, je ne peux pas avoir de journée sans musique. C'est impossible pour moi. Donc, tout est lié. Tout est lié. De toute façon, tout est lié. Ouais. Ça, on est bien d'accord. Bah, merci beaucoup, Raphaël. Bah écoute, merci de m'avoir replongé dans ces jeunes années. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. J'espère que cet épisode a résonné avec votre histoire. N'hésitez pas à venir échanger, partager vos impressions sur Instagram ou sur TikTok. On se retrouve pour le prochain épisode, le dernier de la saison, en compagnie de Pilou. À très vite.